Dans le chapitre des grands découvreurs et des aventuriers navigateurs, quelques vedettes internationales ont décroché le gros lot. Éric le Rouge, Vasco de Gama, Christophe Colomb, Fernand de Magellan, James Cook. Mais qui se souvient encore du nom de celui qui a découvert notre propre continent, l'Europe? Ce découvreur a existé pourtant, car l'intérieur de notre continent, pour les Méditerranéens, fut longtemps une terra incognita, c'est-à-dire une terre inconnue. Cet aventurier hors pair est grec. Il s'appelle Pythéas. Il a vécu au temps d'Alexandre le Grand et vers 330 avant Jésus-Christ, il a fait voile vers les contrées inconnues du nord du continent européen. C'était très courageux pour un grec, habitué aux eaux de la Méditerranée. De plus, notre continent était à cette époque habité par des peuplades souvent considérées comme primitives. Il n'y avait que fort peu d'informations sur ce monde étranger, et si les marchands carthaginois ou grecs avaient l'habitude de s'y rendre, ce qu'on en disait restait assez effrayant. Ainsi donc Pythéas part de Marseille, sa ville natale, alors une ville grecque, franchit le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, limite du monde connu à cette époque. Il contourne l'Espagne, longe la façade atlantique du pays des Celtes, que les Romains appelleront plus tard la Gaule, et parvient en Bretagne, nom de l'Angleterre à cette époque. Il en fait le tour et découvre que c'est une île à 3 côtés avec une pointe orientée au nord. Il aperçoit également au loin les côtes d'Irlande. Tout au long de cette navigation, il doit affronter un phénomène nouveau que les Méditerranéens ignorent et qui peut être important dans l'Atlantique, les marées. Enfin, affrontant une tempête, le hardi navigateur dépasse les Orcades, navigue 6 jours et aperçoit une terre appelée par la suite Thulé, et qui est soit l'Islande, soit le nord de la Norvège, difficile à dire. Parvenu à cette extrémité de notre continent, Pythéas fait 2 découvertes majeures. Premièrement, comme il voyage en été, il observe le jour arctique, c'est-à-dire ce jour qui n'en finit pas, ce soleil qui brille à minuit, prodige pour un grec. Dans le grand nord subarctique, la nuit, en effet, ne dure que 2 heures, preuve, s'il en fallait, que la Terre est bien ronde. Deuxièmement, Pythéas découvre qu'au large de Thulé, cette terre isolée, l'eau de mer devient visqueuse comme la chair des méduses. En fait, un gel. S'est-il approché de la mer Arctique et de sa banquise? Peut-être. Dans le brouillard, il ne voit plus rien et pense qu'il est parvenu au bout du monde, à l'endroit où la terre et la mer disparaissent. Il fait demi-tour. Plus au sud, il entre, selon toute probabilité, dans la mer Baltique et gagne le pays des Scythes. Mais pourquoi faire? Peut-être pour y trouver de l'ambre, dont la Pologne, par exemple, regorge. Qu'est-ce que c'est, l'ambre? Eh bien, en voici un morceau. C'est de la résine fossile à laquelle les peuples de l'Antiquité attribuaient des vertus magiques si puissantes qu'un morceau d'ambre valait plus qu'un morceau d'or. Pythéas était-il un marchand ou bien agissait-il pour le compte de marchands? On l'ignore. En tout cas, c'était un fieffé marin doublé d'un excellent astronome. Il calcule avec exactitude que la pointe de l'Écosse se trouve à 1700 km de Marseille et que la circonférence de la Terre est de 40 000
km. Calcul que confirmera Ératosthène, le plus grand savant de tous les temps, 100 ans plus tard. Enfin, le premier, Pythéas relie les phases de la Lune au phénomène des marées, prodigieuse intuition. Les marées sont la résultante de 3 interactions principales. L'attraction de la Lune, celle du Soleil et la rotation de la Terre. La Terre et la Lune s'attirent mutuellement, c'est l'attraction gravitationnelle. Cependant, le point de la Terre le plus éloigné de la Lune est moins attiré que le point le plus proche. Tout se passe donc comme si la Terre était étirée. Mais l'eau des océans se déforme plus que la Terre, elle forme donc un bourrelet de part et d'autre de la Terre. Ce sont les marées statiques. L'effet du Soleil est identique, mais la distance Terre-Soleil étant beaucoup plus grande, elle exerce une force 2 fois moins importante. Si la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, leur effet s'ajoute. On parle de marées de vives eaux. Les grandes marées ont lieu lors de ces périodes. Si la Terre, le Soleil et la Lune sont à angle droit, leur effet se contrecarre. On parle de marées de mortes eaux. Toute cette mécanique est cependant perturbée par la rotation de la Terre. Cette rotation a pour effet principal de décaler dans l'espace et le temps l'arrivée des marées. Ayant affronté les dangers d'une navigation sur des mers inconnues, Pythéas rentre chez lui. Hélas, le pire est à venir pour le brave marin, qui, chez lui, va raconter ce qu'il a vu. Et la misère des misères, les gens l'accusent d'être menteur. Pour les Méditerranéens, nulle part la mer salée ne peut geler. Enfin, les géographes savent que la Terre est ronde, même si le public l'ignore pour sa part. Et il n'existe pas, il ne peut pas exister de bout du monde. Pythéas donc ne peut avoir vu cette disparition du monde dont il parle à propos du brouillard et de la formation de la banquise. Terrible et amère infortune pour le découvreur. Pythéas sera oublié et pire, sera considéré comme un affabulateur. Si les historiens ont rectifié le tir aujourd'hui, et si la ville de Marseille a élevé une statue à ce fils méconnu, Pythéas reste toutefois dans l'ombre pour le public, malgré ses nombreux exploits et son immense savoir. Terrible ironie de l'histoire. Peut-on imaginer Christophe Colomb revenant des Amériques et moqué copieusement pour avoir menti? Non, certainement. Mais le voyage de Pythéas aura au moins prouvé une chose. Les Grecs étaient de sacrés navigateurs. Play it, Mr. Toot.